L'instant philo. Rupture et continuité. Dès qu'on veut appréhender l'évolution d'une réalité, les idées de rupture et continuité se présentent assez spontanément à nous. Les années passant et s'accumulant, on se demande qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui reste identique. Ces notions de rupture et continuité ont pour caractéristique de s'appliquer de façon qui nous semble éclairante aux choses sur lesquelles le cours du temps a une prise et auxquelles il arrive quelque chose. Elles se présentent ainsi comme des catégories utiles et même indispensables pour saisir toute réalité soumise à la temporalité, c'est-à-dire pour appréhender finalement tout ce qui existe autour de nous. Mais on s'aperçoit vite que les choses se compliquent quand on cherche à se servir de cette distinction. On est souvent embarrassé. On s'exerce alors à de subtiles nuances, on juge ainsi qu'il y a rupture dans la continuité dans certains cas. Façon de dire que ça change sans changer. Inversement, quand des artistes comme Bob Dylan ou David Bowie ne cessent de se réinventer tout au long de leur carrière, on se risque à parler de continuité dans la rupture. Pas facile. On a aussi parfois l'impression que ces catégories sont des habits trop amples ou trop étroits. En tout cas, mal adaptés au corps des phénomènes dont les contours se trouvent cachés ou déformés par ce qui était censé les faire mieux percevoir. Comment arriver à bien ajuster et adapter ces notions à la réalité ? Rupture et continuité forment donc un couple plus complexe et énigmatique qu'on ne le pense. Aussi est-il utile de commencer par en donner une définition plus précise. Quand on a le sentiment que rien ne change fondamentalement, pendant un laps de temps, dans un domaine quelconque, on parle de continuité. Quelque chose demeure. Par opposition, dans la rupture, quelque chose meurt et disparaît. À la suite de quoi, la nature ayant horreur du vide, autre chose apparaît. Pour autant, la continuité ne se confond pas avec l'identité. Il y a tout de même de la différence dans la continuité entre des choses qui gardent un lien si fort qu'elles peuvent être rassemblées. Un tas de sable, par exemple, peut être plus ou moins fourni. On peut rajouter quelques pelles ou en retirer un peu. Cela reste un tas de sable. Les variations constatées ne sont que quantitatives. De façon plus générale, Anaxagore, ce penseur présocratique du 5e siècle, avant notre ère, pouvait affirmer « Rien ne se crée, rien ne périt ». Mais des choses déjà existantes se combinent et se séparent. La continuité n'exclut donc pas le changement, mais elle est une discontinuité de faible intensité. Pour prendre des exemples dans un autre domaine, la série de toiles de Cézanne représentant la montagne Sainte-Victoire ou celle de la cathédrale de Rouen à des heures différentes, peintes par Claude Monet, constituent des variations sur le même thème. Dans ces deux ensembles cohérents, aucun tableau ne tranche radicalement avec les autres. Il y a donc continuité, en dépit de la diversité des œuvres. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Comment définir la rupture ? Tout d'abord, elle n'est pas une simple suspension temporaire de l'ordre habituel. On a ainsi envisagé un temps, la période de pandémie de confinement que nous avons traversée, comme ce qui allait produire un monde d'après très différent. Il y a bien eu alors interruption d'un ordre du monde, du fait de l'interférence perturbatrice de l'épidémie, mais pas disruption, pour employer un terme à la mode. Le cours des choses a malheureusement continué comme avant. Une simple parenthèse n'est pas une rupture, car cette dernière, la rupture, consiste à mettre un point final, à tourner la page et parfois à écrire un nouveau chapitre. Une rupture renvoie du disruptif, c'est-à-dire à un événement qui change tout dans un domaine. C'est un bouleversement profond qui fait qu'il y a un avant et un après. Rupture, brisure, cassure, ces termes vont ensemble. Mais la rupture n'a pas qu'un versant négatif, elle peut être aussi une destruction créatrice, pour reprendre l'expression de l'économiste Joseph Schumpeter. Avec la Révolution française, l'ancien régime tombe,
Mais la République est posée sur les fonds baptismaux. On change d'époque avec l'avènement d'une organisation nouvelle du politique. Toute rupture ne constitue pas cependant un progrès. Rompre avec le passé peut conduire à une régression, comme le montre la prise de pouvoir de l'extrême droite en Allemagne en 1933, ou encore le changement climatique, dont nous commençons à sentir les effets délétères. L'exemple du tas de sable auquel on peut revenir montre qu'une rupture peut aussi être jugée neutre dans la mesure où elle n'impacte pas la vie des humains. Si j'évacue progressivement tout le sable, le tas disparaît. On a fait place nette. On est passé à autre chose. Inversement, si on ajoute des tonnes et des tonnes de sable, c'est bientôt plus un tas, mais une montagne. La différence de quantité peut produire une différence de nature. Il y a des effets de seuil. Dans tous les cas, la rupture est un saut qualitatif, le passage d'une réalité à une autre. Et ce, toujours dans un domaine précis, car il reste un fond d'identité dans la rupture. La rupture a lieu en effet entre réalités qui font partie d'un même ensemble. Sinon, on ne parle plus de rupture, mais de choses qui n'ont plus rien à voir entre elles. La révolution ne change rien à un tas de sable, et la disparition de ce dernier ne constitue pas habituellement un événement politique majeur. En somme, par opposition à la continuité, qui est une discontinuité de faible intensité, où le temps qui passe ne change pas la nature des choses, la rupture est une discontinuité de forte intensité, qui signifie changement radical dans un domaine précis. Alors, comment se servir judicieusement de ces notions à la fois opposées et finalement assez proches ? On observe deux tendances qui privilégient chacune dans l'interprétation des phénomènes une des notions à l'exclusion de l'autre. D'un côté, les gradualistes, qui ont pour représentant illustre Charles Darwin, estiment que la continuité est la loi dans la nature. C'est pourquoi on les nomme aussi les continuistes. Ils se veulent rationalistes. Pour eux, il n'y a pas de création spontanée, imprévisible et inexplicable. La nature ne fait pas de saut, en dépit des changements qu'on y constate. Et elle ne supporte donc aucune rupture. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Telle est la formule, proche de celle d'Anaxagore, que l'on utilise habituellement pour présenter le principe de conservation des masses dans le changement d'état de la matière, formulé par Lavoisier au XVIIIe siècle. Déterministes, les continuistes s'efforcent donc de dégager les chaînes causales qui relient clairement le présent au passé, dont il provient, ce qui semble raisonnable du point de vue scientifique. De l'autre côté, pour les discontinuistes, il y a lieu de parler de rupture et de création dans la marche du monde, qu'ils jugent imprévisible. Ils sont très attentifs et sensibles dans tous les domaines à ce qui est inédit et nouveau. Un paléontologue et biologiste comme Stephen Jay Gould, dans sa théorie des équilibres ponctués, avance, contre Darwin, et avec de sérieux arguments, que les transitions évolutives se font brutalement et non graduellement. En histoire, les discontinuistes mettent l'accent sur l'événement qui change tout et fait bifurquer l'humanité dans une autre direction. Alors que les continuistes, à la manière de Fernand Braudel et des représentants de l'école des Annales, estiment que l'événement historique n'est que l'aspect plus visible de lames de fond souterraines qui s'inscrivent dans un temps long. Les continuistes portent en effet intérêt aux invariants. Ainsi, pour donner un exemple concret, derrière l'URSS, De Gaulle voyait la persistance politique d'une nation, la Russie, qui aurait certainement dû être prise assurément davantage en considération par ceux qui voyaient avec la fin de la guerre froide l'effacement définitif de ce pays sur la scène internationale. Quand l'écume des événements se dissipe, des réalités monolithiques qu'on croyait disparues réapparaissent en effet souvent. And the voice said, this is the hand that takes. This is the hand that takes. This is the hand that takes. Here come the planes.
Il est difficile de trancher définitivement entre continuiste et discontinuiste. Qui a le bon jugement ? Celui qui discerne, non sans ironie, derrière la nouveauté, les vieux et classiques scénarios, ou celui qui se plaint souvent à raison de notre tendance à recouvrir les couleurs de la nouveauté du gris de l'ancien. Celui qui perçoit la continuité et les invariants dans les soubresauts de l'histoire, ou bien celui qui est sensible à ce qui se présente parfois de façon très discrète, comme une rupture par rapport à ce qui s'est passé avant. Parfois, aucun des deux. Des fois, alternativement les deux. La pilule contraceptive, une des révolutions du XXe siècle, a produit une vraie rupture dans la condition féminine, la sexualité et la représentation de la natalité. Toutefois, quand elle a été autorisée en France, avec la loi Neuwirth de 1967, elle a été présentée comme la suite du mouvement d'émancipation des femmes en France, qui leur a donné le droit de vote après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le prolongement de toute une politique nataliste qui prend en considération les bonnes conditions de vie de l'enfant et la santé des femmes, pour laquelle des enfantements successifs peuvent être dangereux. Claude de France, la première épouse de François Ier, rappelons-le, est morte à 24 ans, épuisée par 7 accouchements successifs. Toute la question est donc de bien accorder nos jugements avec le domaine de réalité qu'on appréhende et de bien ajuster nos grilles de lecture au corps des phénomènes. Car si rupture et continuité sont des catégories pertinentes, c'est qu'il y a bien une qualité mixte du réel qui correspond à ces deux notions. Bergson écrit dans La pensée et le mouvant, c'est justement cette continuité indivisible de changement qui constitue la durée vraie. La réalité, ajoute-t-il, est la mobilité même. Pour Bergson, la réalité est le temps lui-même qui unit continuité et changement profond. Continuité donc et rupture. Ce n'est pas par hasard qu'il a intitulé un de ses ouvrages majeurs « L'évolution créatrice ». Tout est en mouvement. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. L'immobilité n'est que de la mobilité qui se cache. De la même façon, toute continuité dissimule par la lenteur et la faible intensité qui la caractérise une rupture qui se prépare et une nouveauté qui prend forme. De même que nous avons besoin de distinguer ce qui est immobile de ce qui est mobile pour nous guider dans nos actions et y voir clair dans ce qui nous entoure, nous avons besoin de distinguer continuité et rupture, même si cette dernière met à nu brutalement l'évolution créatrice incessante. Il faut rompre, selon Bergson, avec une vision manichéenne qui opposerait complètement rupture et continuité, car, bien qu'il soit utile qu'on les distingue, elles conservent un lien profond. Pour lui, rien ne se perd, tout se transforme, tout évolue, en créant continuellement du nouveau, parfois de façon discrète et imperceptible, d'autres fois de manière plus spectaculaire. Pour comprendre la réalité à l'aide des catégories de rupture et de continuité, il nous semble utile, en guise de conclusion, de nous tourner vers cette bipédie que Darwin a étudiée avec passion. La marche du monde, en effet, n'est possible que grâce à 2 jambes. L'une est posée, stable, sur le sol du passé. L'autre s'élance aventureusement dans les airs, en déséquilibre, en cherchant devant elle un point d'appui pour nous faire avancer et nous placer dans une situation future qui peut être complètement nouvelle. Ceux qui ne se servent que d'une des catégories pensent que la réalité est unijambiste. Mais ça ne marche pas.